On va discuter. Est-ce que c'est bon sur Twitch? Est-ce que c'est bon sur Twitch? C'est étonnant. Ok, c'est bon, super. Bon, désolé pour ce contretemps. On a 5 minutes de retard, c'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, on va discuter de l'Ulysse. L'Ulysse, comme je suis moi-même coordonnateur d'une Ulysse, d'un dispositif Ulysse au collège. Donc on va un peu discuter de ça. Je répondrai aux questions s'il y en a. Donc je vous ai fait un petit menu avec l'Ulysse, comment ça fonctionne. Alors d'abord dans les textes, je vais faire une petite présentation un peu. Qu'est-ce que c'est l'Ulysse, comment ça fonctionne dans les textes. C'est pour qui, qu'est-ce qu'on a comme type d'élèves qui vont se retrouver en Ulysse. On peut aussi des fois se poser la question pourquoi cet élève va être en Ulysse et pas celui-ci qui a aussi des problèmes, des difficultés. Ensuite, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est être un élève en Ulysse, la journée type d'un élève en Ulysse, tout ça. Et pareil, mais du côté du coordo, qu'est-ce que c'est être un coordo. Et pour finir, on va discuter de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les élèves vont faire après l'Ulysse en fait, quand ils sortent de l'Ulysse, où est-ce qu'ils vont être orientés. Voilà un petit peu le menu du jour. Évidemment, je répondrai aux questions s'il y en a. Vous êtes les bienvenus évidemment pour poser des questions. Alors, je vous propose dans un premier temps de vous présenter un petit diapo. On va le faire assez vite. C'est un petit diaporama que j'avais créé pour présenter l'Ulysse à mes collègues, que j'ai mis en ligne. D'ailleurs, je vais peut-être tout de suite vous donner le lien. Je vais tout de suite vous donner le lien. Voilà, je le mets dans le chat. C'est bon, normalement vous l'avez eu. Donc j'ai mis le lien. Vous n'hésitez pas, si vous êtes enseignant, Cordo, ERH ou que sais-je, vous pouvez l'utiliser, le modifier, enfin etc. Voilà. Donc, hop, voilà. On va lancer la présentation. Donc l'Ulysse. Donc l'Ulysse, ça a été créé en 2015. Ça a été créé en 2015 pour répondre aux besoins de ce qu'on appelle l'école inclusive, qui va avec la société inclusive. Hein. L'idée étant que on change de regard sur le handicap et qu'on change la façon de scolariser les élèves qui ont un handicap. Donc l'Ulysse, d'abord, c'est un dispositif, c'est super important. Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est encore une classe, l'Ulysse. Donc ce n'est pas une classe. Les élèves ont leur classe, ils ont leur classe de référence. Et l'Ulysse, si vous voulez, donc pour les enseignants du premier degré, c'est un petit peu comme le RASED, c'est-à-dire que par moment, les élèves sont sortis de leur classe de référence parce que leurs difficultés, on considère qu'ils sont trop en difficulté par exemple, et donc on les sort de leur classe de référence et on les met dans le dispositif dans des périodes de regroupement où ils vont faire par exemple du français, des mathématiques, d'autres choses, de la méthodologie, etc. selon leurs besoins et où tout est adapté en fait à leurs besoins individuels. Donc l'objectif c'est l'école inclusive, hein, c'est donc contrairement à avant ce qui existait avant, hein, les CLIS ou les UPI qui étaient des unités ou des classes donc où les élèves avaient leur classe, c'était la CLIS par exemple. Et en fait, de temps en temps, on les mettait là où on pouvait. Un élève de quatrième, on le mettait en sixième, une fois de temps en temps, etc. Donc ça, c'est pas du tout, c'est plus du tout comme ça qu'on voit les choses. Aujourd'hui, les élèves, ils sont au maximum dans leur niveau. Donc un élève de cinquième va être inclus en cinquième, un élève de quatrième en quatrième, etc. C'est beaucoup de partenaires entre les orthophonistes, les enseignants, les coordos, les professeurs principaux, les ergothérapeutes, les CESAD, etc., etc., tout ce qui tourne autour de l'élève. Et donc c'est un coordonnateur et une ou plusieurs AESH.
Ça dépend des académies. Chez nous, c'est l'Académie de Strasbourg. On a rarement plus d'une AESH. Je dis une, c'est souvent des femmes qui occupent les postes d'AESH, mais pas toujours. Donc un dispositif dont les finalités sont l'acquisition des compétences du socle commun. L'idée, c'est de pouvoir les préparer soit au CFG, soit au DNB. Donc le CFG, le certificat de formation générale, ou le DNB, le brevet. Et donc de les orienter par la suite, mais ça on en parlera un peu plus tout à l'heure. Donc ça c'est les finalités de l'ULIS. Et donc les objectifs plus généraux, c'est de permettre aux jeunes de suivre une scolarité adaptée, mais en milieu ordinaire. Voilà, donc on n'est pas dans le même processus qu'un élève qu'on va mettre par exemple en IME, qui est un établissement médico-éducatif. On va pas les mettre, on les met en ULIS parce qu'on considère qu'ils peuvent suivre une scolarité en milieu ordinaire. On les accompagne dans leur projet d'orientation et on favorise le travail en partenariat. Voilà, rapidement, les parents font une demande auprès de la MDPH. La CDAPH, qui est la commission, va se réunir et proposer l'ULIS, par exemple, et l'élève est affecté donc dans le collège avec le droit du dispositif ULIS. Alors là, on va pas tout lire, c'est simplement un exemple des difficultés qu'on rencontre, alors spécifiquement en ULIS TFC, donc trouble des fonctions cognitives, puisque l'ULIS dans laquelle je suis est orienté TFC. On parlera des autres tout à l'heure. Voilà, vous avez quelques exemples de soucis qu'on retrouve chez ces élèves. Donc, les élèves ont un enseignement adapté pendant le regroupement, c'est-à-dire en ULIS, en plus de leur scolarité, qui doit être aménagée et bénéficier d'adaptation, en fait. Donc, l'idée, c'est d'adapter les apprentissages à leurs besoins, et donc ils sont inclus. Quand ils peuvent pas être inclus, ils sont en ULIS, et quand ils sont en ULIS, en regroupement, eh bien, ils ont un enseignement adapté à leur niveau. Tout simplement, hein. Ça, c'est vraiment résumé comment fonctionne l'ULIS, tout simplement. Donc voilà un petit peu l'élève qui est en classe de référence, en regroupement, qui est géré et qui fait partie de l'établissement, qui appartient à l'établissement, qui est dans les effectifs de l'établissement, et la vie scolaire. J'ai vu passer des questions de coordonnateurs ULIS qui se posent des questions parce que dans le collège où ils sont, eh bien, la vie scolaire ne s'occupe pas des élèves. Ça peut arriver qu'on demande au cordeau de gérer les absences, gérer les retards, les problèmes de vie scolaire, etc. Alors bien sûr, on travaille en partenariat, mais ce qui est du domaine de la vie scolaire pour les autres élèves est du domaine de la vie scolaire pour ces élèves-là, en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Alors en fait, je me suis rendu compte par la suite que je devrais changer ce petit graphique parce que la classe de référence devrait être au centre et pas le regroupement. C'est une petite erreur que j'ai faite. Donc la classe de référence suit la totalité ou une partie des enseignements. C'est souvent une partie, hein, et il bénéficie d'adaptation ou de compensation dans sa classe de référence, dans les enseignements. Et ça vaut pour l'ULIS école comme pour l'ULIS collège, hein. La vie scolaire, parce que l'élève doit respecter les obligations comme les autres élèves. L'établissement, donc il est inclus dans la vie de l'établissement, les sorties, l'UNSS, les clubs, etc. Et donc le regroupement, quand l'élève ne peut pas suivre les enseignements disciplinaires, alors il va en classe de référence. En regroupement. Là, j'ai mis les textes. Je vous montrerai tout à l'heure rapidement la circulaire de 2015. Bon, je le ferai rapidement parce que c'est un peu fastidieux, mais pour ceux que ça intéresse, là, il y a les sources. Ça peut être utile quand vous-même vous êtes coordo et que vous avez des difficultés avec votre établissement, avec votre chef d'établissement ou autre, de reposer un peu les règles au niveau des circulaires et des lois. Voilà, donc ça c'est des petits schémas qui sont assez connus. Je les ai remis parce que même s'ils sont connus, tout le monde ne connaît pas.
Donc les élèves qui sont présents en Ulysse donc, sont dans le domaine du handicap, ils ont donc un PPS, c'est donc la partie verte ici. Les élèves qui sont en difficulté pour d'autres raisons n'ont pas à être mis en Ulysse, c'est pas leur place. Et vous avez ce schéma qui est pareil très connu. L'exclusion, enfin voilà, la ségrégation, l'intégration et l'inclusion, et surtout entre les deux derniers, parce que beaucoup d'enseignants, et pas que d'enseignants, d'éducateurs, d'orthophonistes, etc., utilisent le mot intégration, mais le mot intégration est assez connoté quand même. Donc on essaye vraiment d'aller vers l'inclusion, qui ressemble à ça, c'est-à-dire que là on a non seulement des personnes très diverses et notamment avec des handicaps qui sont mélangés complètement au milieu et à l'environnement, et aussi on entend aussi que l'environnement s'adapte au handicap. Donc sur l'école inclusive, très rapidement, l'idée c'est de passer d'une approche qui est de la déficience à une approche sociale en fait. La place de plein droit des élèves, notamment des élèves dans l'école et du coup des personnes handicapées dans la société. C'est donc un droit. On reconnaît aussi la responsabilité maintenant, hein, depuis 2005, on reconnaît la responsabilité de l'environnement dans le handicap. Et c'est une chance pour tout le monde, pour les élèves qui sont inclus, qui ont une meilleure réussite scolaire. Donc je vous ai mis à la fin des sources scientifiques avec des études qui montrent que les élèves inclus ont des meilleurs résultats que les élèves quand ils sont dans des établissements. Et aussi une meilleure connaissance du handicap, une meilleure ouverture aux autres, etc. pour les autres élèves, bien sûr. Donc là, je vous ai mis, bon, on va pas la lire, mais je vous ai mis la définition du handicap dans la loi de 2005. Donc, rapidement, ça c'est des choses qu'on a déjà vues, ça concerne un peu moins l'Ulysse. Quel plan pour qui, voilà. Un peu de vocabulaire, là c'est pas très intéressant pour aujourd'hui, donc on passe rapidement, on va pas s'embêter. Vous pourrez le lire, de toute façon je vous ai mis le lien, donc si ça vous intéresse vous irez le lire. Les partenaires, donc l'Ulysse c'est vraiment un travail avec les partenaires, donc j'ai mis des partenaires, je pense que j'en ai oublié évidemment. Les familles en premier, l'enseignant référent, le coordonnateur de l'Ulysse, les services de soins, l'assistante sociale, etc. Donc vous avez vraiment un ensemble de partenaires très importants et le coordonnateur il est un peu au centre de tout ça, il essaye un peu de faire le lien, les ponts. C'est pas toujours facile d'ailleurs. Et tout le monde est complémentaire, chaque partenaire a sa place, quoi. Donc le rôle de chacun. Les enseignants, ils accueillent leurs élèves. Ce sont leurs élèves, mais ils doivent prendre en compte les besoins, les difficultés et donc adapter en fonction des besoins de chaque élève. Donc ça c'est super important. Les enseignants ont vraiment leur rôle à jouer dans la réussite de l'élève, chaque enseignant, des classes de référence. L'AESH accompagne les élèves en classe quand il y a des besoins. Elle fait le lien entre les inclusions et le dispositif. Elle participe à la vie collective, à la surveillance, aux sorties, selon les besoins des élèves, pas nécessairement, selon les besoins, et elle participe aux rencontres, notamment aux ESS. Et le coordo, il a 3 missions. Il fait de l'enseignement avec un enseignement adapté. Il est personne ressource dans l'établissement et il coordonne ce que je disais tout à l'heure avec les partenaires. Voilà, là c'était un petit peu ce que en tant que personne ressource je proposais pour les enseignants, ça c'est moins intéressant ici. Ça c'était mes effectifs, donc voilà. Et là j'ai quelques petites, donc s'il y a des coordos qui regardent le live ou qui regardent le replay de ce live, il y a quelques petites ressources, quelques petites des livres et des articles qui peuvent être intéressants pour montrer que les élèves en Ulysse, quand ils sont inclus, ils réussissent mieux que les élèves anciennement dans les UPI, etc. Enfin, et voilà, il y a plusieurs choses là, ça peut être intéressant. Voilà. Hop. Tout à fait. Eh bien, s'il y a des questions... Oui, voilà, exactement.
les, les parents... alors là, il y a un commentaire et j'ai pas les commentaires là. Il faut que je revienne ici. Là, il y a les commentaires. Il y a un commentaire, donc beaucoup de parents et même de profs ne connaissent pas le fonctionnement de Ulysse. C'est aussi pour ça que je fais ce live, tout à fait, parce qu'il y a souvent beaucoup de... Alors il y a aussi une histoire, hein, c'est-à-dire que les Ulysses, ça fait 4 ans que ça existe. Ça fait... oui, c'est la 4e rentrée ou la 5e rentrée, j'ai un doute. Et finalement, ça fait peu d'années. Avant, il y avait les CLIS, il y avait les UPI, les fonctionnements étaient vraiment différents. Et en plus, il y a beaucoup d'ouverture. Donc, enfin voilà, c'est un peu nouveau tout ça. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup Puis, il n'y a pas de formation, hein, faut dire. Moi, quand j'étais à l'ESP, il n'y avait pas de formation sur le LIS, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, tout ça, quoi. Donc, ouais, c'est pas étonnant. Alors ça, après ça dépend des enseignants. C'est un travail de longue haleine. Les enseignants sont pas toujours formés, malheureusement. Les enseignants sont pas toujours formés, donc parfois c'est tout bête. Il faut leur montrer. Moi, je fais souvent des adaptations moi-même, notamment des évaluations, parfois des cours que je propose aux enseignants, et après c'est à eux de voir s'ils les utilisent ou s'ils refont. Et petit à petit, de plus en plus d'enseignants s'intéressent, ça les intéresse, ils regardent. Voilà, je pense que c'est pas un manque de volonté. Les enseignants n'ont pas un manque de volonté. Enfin, ça peut exister bien sûr, mais je pense que c'est vraiment une méconnaissance, une peur de mal faire. Beaucoup d'enseignants qui pensent que les élèves n'ont pas leur place dans leurs cours, mais ils comprennent pas grand-chose. Ce serait mieux qu'ils soient avec toi en Ulysse, etc. J'entends beaucoup ça. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'ils ont déjà souvent énormément d'élèves, 29, 30, des fois 31 élèves dans la classe, mais j'ai l'impression que cet élève, je peux pas l'aider. Enfin voilà, il faut aussi comprendre les enseignants. C'est pas toujours évident pour eux de comprendre leur place, et ils sont pas formés, ils se sentent un peu impuissants en fait parfois par rapport à ça. Et alors que des fois, les adaptations peuvent être assez simples. Et une fois qu'on le sait, une fois qu'on l'a pratiqué, qu'on a montré des petits trucs, et tout ça, ils s'y mettent petit à petit en fait. Voilà, donc voilà, c'est un travail qui prend un peu de temps, c'est sûr. Il faut pas se décourager. Alors rapidement, je vous mets le lien sur le site de Daniel Calin. Ce site, c'est une mine d'informations. Je vous mets le lien et je vous montre tout de suite la circulaire de 2015. On va pas la lire, c'est long, hein. Elle est très longue, mais elle rentre en détail dans le fonctionnement, en tout cas dans les textes de l'Ulysse. Vous avez notamment ici l'Ulysse Collège, hein, ici, voilà. Pas que, vous avez un peu tout. Et c'est très intéressant, notamment si vous êtes coordo. Oui, Marion. Alors Marion dit certains profs sont réticents à donner le cours en polycope parce que c'est bien d'écrire un peu. Alors là, ça dépend vraiment du handicap de l'élève, et ça, c'est vraiment une connaissance du handicap. C'est pareil, ça prend du temps. Les profs sont souvent pas formés, mal formés. C'est souvent de l'auto-formation, et on comprend que certains enseignants soient un peu réticents et n'aient pas forcément ni le temps ni l'énergie, hein, parce que être enseignant, c'est beaucoup de boulot. Voilà, donc voilà, c'est comme dit, c'est beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie. Il faudrait qu'il y ait un peu plus de formation, notamment dans la formation initiale des enseignants, etc. Voilà, donc là vous avez un petit peu le rôle, voilà, du corps de l'Ulysse, des partenariats, enfin, etc. Je rentre pas dans le détail, c'est un petit peu ce que j'ai dit, mais en version un peu plus formelle ici. Voilà. Et vous avez évidemment la page EduScol, donc pareil, je la mets dans le lien, je la mets dans le chat, pardon, je dis n'importe quoi, excusez-moi. Je la mets dans le chat. Vous avez, alors là c'est vraiment très facile, hein, c'est la page EduScol, hein. Voilà, donc pour tout ce qui est un peu formel, on va dire. Voilà. Donc
je pense qu'on a un peu fait le tour. Il y a quand même des différences entre l'Ulysse école et l'Ulysse collège. Des habitudes différentes, un fonctionnement qui est un peu différent. J'aimerais bien, je sais pas s'il y a un cordeau d'Ulysse école qui est présent dans le chat, mais si jamais c'est le cas, ce serait très intéressant d'avoir un petit témoignage, parce que j'ai jamais fait d'Ulysse école et je sais que les fonctionnements sont un peu différents. Notamment les inclusions se font moins qu'en collège. Voilà. Ben, n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un dans le chat, n'hésitez pas à prendre la parole, à nous faire part de votre témoignage. On va donc passer à la deuxième étape là, de notre menu. L'Ulysse, c'est pour qui? Donc l'Ulysse, c'est pour les élèves donc, qui ont un handicap, on l'a dit, donc un PPS. Hein. L'Ulysse, c'est pour des élèves, quand il y a de la formation, c'est plutôt dans le cadre de la formation continue, oui. Mais même là, elle est assez rare. Et j'ai quand même, alors personnellement, j'ai entendu, donc c'est que mon témoignage, mais j'ai entendu beaucoup d'enseignants me dire qu'ils étaient souvent très déçus. Que souvent, c'était très théorique, un petit peu ce qu'on a fait là, hein, c'est-à-dire vraiment très théorique. Et, qu'on leur donnait pas assez de clés, assez d'outils, etc., etc. Après, je pense que ça dépend. Oui, bah oui, c'est ça. C'est plus de l'information, c'est ça. C'est un peu le reproche que j'entends souvent. Et c'est vrai que c'est dommage. Après, je sais qu'il existe des académies qui font des choses super. Enfin, voilà, on n'est pas démunis. Il y a des choses qui existent, mais le problème, c'est que souvent, il faut aller volontairement nous-mêmes chercher l'info et tout. Et ça, c'est un peu dommage. Surtout qu'il y a des profs de très très bonne volonté. Il y a des profs de bonne volonté, mais qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps et l'énergie, ce qui peut s'entendre. Et il y a des enseignants qui sont un peu de moins bonne volonté, ça existe aussi, bien sûr. Du coup, l'élève, c'est pour qui? Donc très rapidement, on va faire ce point un peu rapidement, à moins qu'il y ait des questions. L'Ulysse, c'est donc des élèves qui ont un handicap, hein. Des élèves dont en fait on considère que une adaptation, une compensation ou des adaptations simples, hein, ou une compensation de type aide humaine à ESH ou bien un ordinateur, un MPA, matériel pédagogique adapté, n'est pas suffisant, ou parce que l'élève n'a pas l'autonomie suffisante, ou voilà, il y a plusieurs raisons. On considère que il a besoin d'un dispositif qui lui permet d'avoir peut-être un peu moins d'heures, parce que en Ulysse, avec un accord de l'ESS, on n'est pas obligé d'être à 26 heures. Hein. Au collège, on est à 26 heures. En Ulysse, on peut descendre un peu. On peut décider qu'une matière, il a vraiment des difficultés trop importantes, généralement le français ou les mathématiques par exemple. Hein. Les difficultés sont trop importantes et que l'élève, il va pas apprendre, en fait, il n'aura pas de bénéfice à aller dans cette matière avec ses camarades. Et donc la CDAPH, la commission de la MDPH, prend la décision, évidemment sur base des dossiers, sur base du certificat médical, des demandes des parents, etc., d'orienter l'élève en Ulysse. Il faut savoir quand même qu'on a un public très très varié en Ulysse. Et là, j'aurais adoré pouvoir avoir un témoignage d'un cordeau d'Ulysse TFM, donc trouble des fonctions motrices, ou TSA, trouble du spectre autistique, parce que c'est vraiment des publics très différents. Moi, j'ai des élèves, donc j'ai un mix un peu quasiment moitié-moitié d'élèves TFC, donc troubles des fonctions cognitives, donc des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de mémorisation, des difficultés à se repérer dans le temps, dans l'espace, etc., etc. Et j'ai des élèves, donc à peu près la moitié, qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, donc en gros des dyslexies, des dysphasies, des dysorthographies bien sûr, des TDAH, etc. Et donc c'est des profils vraiment très différents. On en parlera tout à l'heure quand on viendra dans la peau d'un élève en Ulysse, comment c'est la journée d'un élève en Ulysse. Mais
on est sur des choses vraiment très différentes, avec des besoins différents et avec des inclusions complètement différentes. Voilà. Donc il n'y a pas de profil type. Il n'y a pas de profil type d'élèves en Ulysse. Après, il y a des besoins qu'on retrouve très souvent. Manque de confiance en soi, troubles de mémoire du travail, difficulté à la lecture, à l'orthographe et en général à tout ce qui est étude de la langue, des difficultés de compréhension écrite et souvent mais un peu moins orale, euh, des difficultés dans la syntaxe, dans le vocabulaire, un manque de vocabulaire très souvent. Enfin voilà, c'est ce genre de difficultés qu'on va retrouver, des difficultés d'attention, souvent un éloignement de l'école parce que des élèves qui ont un rapport compliqué avec les apprentissages et avec l'école. Voilà. Donc il y a des points communs entre les élèves, mais il y a quand même énormément de différences et il n'y a pas de profil type. On essaie vraiment d'adapter à chaque élève. Alors je voulais vous donner un petit peu, d'être un peu moins théorique, comment ça se passe la journée d'un élève en Ulysse, la journée type. Alors je vous ai dit, il y a plein d'élèves différents avec des besoins différents. On va essayer de prendre des élèves un peu différents. Encore une fois, je ne peux vous parler que des élèves que j'ai, c'est-à-dire des élèves à troubles des fonctions cognitives ou à troubles des apprentissages. Et du coup, je peux pas vous parler malheureusement de comment ça se passe pour les élèves, par exemple du spectre autistique, puisque j'en ai pas. Et mais promis, si j'arrive à avoir des coordos, d'autres coordos en live, ce serait super chouette de pouvoir échanger là-dessus et on fera un live si jamais. Donc, je vais prendre un élève type, donc élève TFC, élève qui mal orienté entre guillemets, élève qui devrait être en IME, qui a une notification pour être en IME, pas de place en IME. Donc élève à trouble des fonctions cognitives avec des difficultés scolaires très importantes, un retard très important scolairement. Alors cet élève le matin vient à 8h ou à 9h pour 2 heures en regroupement en Ulysse. Donc on va faire un petit rituel. Moi le matin, j'ai un petit rituel en première heure. Je lis un chapitre de. Je vais vous le chercher, je vais vous montrer. Hop. Je vais passer ici. Hop. Et je vais vous montrer. Hop. Bon, on va être obligé d'aller chez Cultura ou Fnac parce que je vois pas l'éditeur. Mince. Bon. Allez, on va aller à la Fnac, c'est pas grave. Voilà, j'aime beaucoup. Je lis ça le matin, là. Petit rituel. On lit un épisode, donc il y a 100 épisodes. On lit un épisode de La naissance du monde de Bertrand Fichou et illustré par Florent Grattery. C'est super intéressant. Ça raconte depuis le Big Bang jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et en fait, on en profite pour discuter d'évolution, discuter du vocabulaire, un peu de biologie, un peu de science, un peu de physique, à un niveau qu'ils peuvent comprendre. Et là où ils posent des questions, en fait, il n'y a pas de plan type de ce rituel parce que souvent ça dévie un peu. On prend une vingtaine de minutes en général, c'est à peu près 20 minutes le matin. Et on lit un épisode de La naissance du monde. Voilà. On a commencé pas tout à fait au début de l'année, donc là on est à l'épisode 36, je crois. Voilà, donc très intéressant. La naissance du monde en 100 épisodes. Voilà. On fait du français, on travaille. Alors moi, j'essaye toujours de travailler sur des textes ou des œuvres qui sont adaptés au programme du collège, mais en adaptant, en prenant des extraits, en simplifiant, en raccourcissant, etc.
Et on travaille, on fait un travail de vocabulaire, on fait un travail ensuite un peu de littérature, hein, sur les enjeux de littérature. Et on va travailler un texte comme ça pendant 1 ou 2 semaines. On va faire un autre travail qui est un travail de lecture à voix haute. On fait de la lecture à haute voix avec des textes. J'essaye de prendre des textes très variés avec des extraits de. Oui, c'est un peu l'objectif, Marion, de pas infantiliser, de pas prendre des albums de CE1, même si le niveau de lecture est de CE1, on essaye d'avoir des textes qui, dans les enjeux, sont des textes plus adolescents, etc. Un extrait, j'avais travaillé sur un extrait de Victor Hugo, on avait fait un travail sur l'architecture, donc on avait étudié sur Notre-Dame, on avait étudié une description de Notre-Dame, et on avait travaillé donc le vocabulaire architectural. On avait travaillé avec évidemment des photos, etc. de Notre-Dame de Paris. On avait à côté travaillé sur en art plastique, on avait fait des petits projets autour de la ville, autour de l'architecture. Donc c'était intéressant. On fait de la lecture à voix haute. Ils ont chaque élève un petit répertoire là, comme les anciens répertoires avec les lettres sur le côté. Et il se fabrique son petit dictionnaire. Donc on prend les mots difficiles du texte avec la définition, on les travaille ensemble, on les colle dans le petit répertoire et ils doivent apprendre certains des mots pour la dictée. On fait une dictée de mots le vendredi et on travaille sur ces mots et sur ce texte pendant 1 semaine. Ils font de la lecture à voix haute, etc. On fait de l'étude de la langue. Là, en ce moment, on travaille les adjectifs. Enfin, on termine les adjectifs. On a travaillé sur le nom, ça prend du temps. On prévoit quelque chose sur 3 jours et en fait, ça nous prend 2 semaines. Ça arrive. Voilà, donc on s'adapte beaucoup, 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 beaucoup. Des fois, on a prévu des choses et en fait, il faut faire passer une évaluation d'histoire parce qu'il y a des élèves qui ont une évaluation et la professeure a demandé à ce qu'on la passe en Ulysse. C'est quelque chose que je permets, je dis aux enseignants qui peuvent me demander ça. Donc voilà. Ensuite, l'élève en 2e heure, on va faire des mathématiques par exemple. On a travaillé sur les problèmes, la typologie des problèmes de Vergniaud, problèmes additifs et problèmes de soustraction. Bon, je rentre pas dans le détail. On fait ensemble, collectivement, on travaille collectivement le type de problème et individuellement, ils ont un cahier. Ils ont un cahier de problèmes avec des niveaux différents, adaptés à leur niveau. Pardon. Et ils travaillent sur le type de problème qu'on a vu, mais avec un niveau différent selon leurs possibilités. Voilà. En 3e heure, cet élève va aller en... Oui, c'est ça. Pour les élèves, ça les stresse moins quand ils sont à l'Ulysse pour les évaluations, souvent, tout à fait. 3e heure, donc... je dis des bêtises, donc récréation. L'élève va en récréation. Au retour de la récréation, on a un quart d'heure lecture. Donc bon, c'est connu maintenant, il y a beaucoup de collèges, même d'écoles qui font ça. Pendant un quart d'heure, les élèves lisent. Donc ils viennent de la récréation, ils s'installent, ils sortent leurs livres, ils lisent pendant un quart d'heure. Et puis on a une sonnerie qui sonne à 30, puisque le retour de la récréation se fait à 10h10. On leur laisse 5 minutes pour s'installer, préparer, sortir le livre, etc. Et donc, entre guillemets, le début du quart d'heure lecture, c'est 15 et ça sonne à 30. Et puis ensuite, on a jusqu'à 11h05, donc on va dire que l'élève est en... Oui, même les 10, tout à fait. On a... pardon, du coup j'ai perdu le fil. Oui, on va dire que l'élève est en éducation musicale. L'élève va en éducation musicale avec sa classe, fait le cours, etc. Puis l'élève est en histoire-géographie. Non, les élèves, pas de livre audio, pas sur ce temps-là. On reparlera tout à l'heure des livres audio. Sur ce temps-là, sur ce temps-là, je fais le collège,
Ils lisent, même les 10, ils lisent, et le livre, par contre, est à leur choix. Donc ils peuvent lire des BD, des mangas, ils peuvent lire des recettes de cuisine, ils peuvent lire des revues documentaires, etc. Il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'ils lisent. Et il n'y a aucune obligation de résultat, ce qui fait que si pendant un quart d'heure ils ont lu que 2 pages, bah ils ont lu que 2 pages, mais au moins ils ont lu 2 pages. Il y a pas du tout de, il y a pas du tout d'obligation entre guillemets de résultat. On va pas les évaluer sur cette lecture. L'important c'est juste qu'ils ouvrent un livre et qu'ils lisent. Et je dois dire que même pour les élèves, de toute façon tous mes élèves ont des grosses difficultés de lecture, eh bien tous les élèves lisent et ils sont quasiment tous très contents. J'en ai un ou deux qui râlent un peu. Mais donc j'ai 15 élèves. Sur les 15 élèves, j'en ai ouais, 13 qui lisent, qui sont contents, qui ramènent des livres. Alors des fois ils ramènent pas des livres. Moi j'ai un tas de livres que je leur propose. J'ai mes livres que j'ai à moi dans le dispositif, plus je vais chercher des livres au CDI. Je fais une sélection dans les livres au CDI et je leur propose. Voilà. Donc l'élève, disons qu'à 11 heures, il est 11 heures, hein. Il est 11 heures, l'élève a histoire-géographie, il y a une évaluation, ça. Il y a une évaluation. Pour l'évaluation, souvent je l'adapte. Des fois c'est l'enseignant, souvent c'est moi qui l'adapte sur la demande des enseignants. Ensuite, l'élève la passe, alors soit en Ulysse, mais pas toujours. Des fois c'est mon AESH qui se libère pour aller faire l'évaluation en classe avec eux. Voilà, donc évaluation en histoire adaptée. Alors très adaptée puisqu'on a dit qu'on était sur une Ulysse qui a un petit niveau. Évaluation très adaptée, on lui laisse plus de temps, etc. Il est midi, cantine, etc. Alors normalement après, on a des possibilités de club, de théâtre, etc. Pour l'instant c'est un peu compliqué avec le Covid, hein, puisqu'on n'a pas le droit de mélanger les groupes. Donc pour l'instant c'est un peu en stand-by. Donc on reprend à 13h45, l'élève revient en Ulysse. L'élève revient en Ulysse. Et là, on va faire un peu de littérature. Alors en littérature, en ce moment, on étudie Cro-Blanc. Donc pareil, un livre qui est adapté au collège, hein, qu'on peut faire en 6e, en 5e, etc. Alors là, j'ai le livre audio, je possède le livre audio. Je leur ai donné le livre audio, tous les chapitres. Je leur ai donné, puis je leur dis la lecture, ils doivent suivre la lecture. Je leur ai donné également la possibilité de le lire, mais dans les devoirs que je leur donne, c'est écouter tel chapitre, tel chapitre. Donc ils doivent écouter les chapitres, ils sont pas obligés de lire le livre. Ils peuvent écouter le livre en livre audio. Et, et après on travaille sur des extraits, je prends des extraits du livre et on travaille dessus. Un travail de français un peu classique, hein. On travaille soit en étude de la langue, soit on va travailler, je ne sais pas, on va travailler le suspense, les émotions, la peur. On va travailler, sur la crainte du héros, sur comment est montré. On a travaillé sur l'incipit du roman, etc. Et en dernière heure, notre élève est libérée. Voilà, elle a eu 5 heures. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 et 1, ouais, c'est ça. 5 heures de classe. Et puis elle rentre à la maison. Voilà. Journée type d'un élève TFC. Pour un élève TSL, donc trouble du langage et des apprentissages, un élève TSL, ça va être un profil différent. Un élève TSL, ça va être un élève sur sa journée, il va être 1 heure en Ulysse par exemple. Voire, je le vois pas de la journée. Ça arrive, certains élèves, chez des élèves, je vois 2-3 fois par semaine et pas plus de 3 fois par semaine. Donc un élève à trouble du langage, il va aller en classe, dans sa classe de référence, avec son emploi du temps, et sur certaines heures, il va venir en Ulysse. Et là, souvent, alors soit on va faire des matières qu'il n'a pas eues, mais souvent on va aussi faire de la méthodologie. On va faire, selon son niveau scolaire, on va faire du parcours à venir. On a créé une mini-entreprise avec la SECPA, parce que on a la chance d'avoir une SECPA au collège. On va faire du retour des inclusions. On va voir est-ce que le cours il a été pris correctement, est-ce
Est-ce qu'il a tout? Est-ce qu'il lui manque des chapitres? On va reprendre, on va revoir ensemble, on va faire de l'aide aux devoirs, on va faire de l'adaptation, on va faire des révisions, etc., etc. Donc on va vraiment travailler différemment avec ce type d'élève-là, qui a plus besoin de méthodologie, peut-être des troubles de l'attention. Donc c'est un élève qui a pas toujours ses affaires, etc. On va travailler ça. Et peut-être un peu moins de travail, on va dire purement scolaire. Ce qui veut pas dire qu'on n'en fait pas, on en fait. Mais on va aussi privilégier les retours d'inclusion. On va aussi privilégier les objectifs du cycle, alors soit le 3 si dans le 6e, soit le cycle 4 pour le reste du collège, et la préparation, soit du CFG, soit du DNB, donc le brevet. Voilà un petit peu, les différences hein, entre ces deux types d'élèves, parce que c'est pas du tout les mêmes profils, on fait pas du tout le même travail. Voilà. Pendant ce temps, si je travaille avec un élève donc à trouble du langage et des apprentissages, peut-être que mes Ulysse TFC, disons que j'en ai trois, je vais les mettre sur les ordinateurs avec un travail en autonomie ou sur leur fichier de problème par exemple, même si c'est plus difficile parce qu'ils ont souvent besoin que je passe. Vous voyez. Donc c'est des choses comme ça. Et je vais travailler avec un ou deux élèves sur leurs besoins par rapport aux inclusions. Alors oui, alors là, Marion, donc je sais pas si vous voyez bien les commentaires, et si je lis, et si l'élève suit le cours un temps et après il décroche, si ça arrive. Alors après ça dépend des élèves, ça dépend des possibilités. Il y a mon AESH qui peut être présente, mais c'est pas toujours vrai, parce que malheureusement on a une AESH pour 15 élèves, elle peut pas être partout, hein. Donc on est obligé de faire des choix, de faire des priorités. Bon, c'est compliqué. Donc si c'est le cas, elle peut essayer de prendre le cours. De temps en temps, elle va aussi récupérer soit des photocopies, soit les cours. C'est souvent elle qui fait, c'est parfois moi qui le fais, c'est souvent elle qui le fait, qui va récupérer chez les enseignants les cours et imprimer les cours, les coller dans le cahier, reprendre les cahiers et tout ça. Et parfois c'est moi qui le fais avec l'élève, on récupère le cahier d'une copine ou d'un copain et puis on va recopier, on va photocopier. Alors ça dépend vraiment des élèves, de leurs possibilités, etc. On va préparer les évaluations aussi. On va faire des révisions. Ils vont apprendre à faire des cartes mentales. Ils vont apprendre à travailler. En fait, c'est de la méthodologie beaucoup. Hein. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer à la partie le quotidien du coordo. Donc, on a déjà vu, on va pas refaire hein, tout ce que je vous ai dit. Moi, toute la partie, on va dire enseignement, où vous avez vu, on a toute une partie enseignement qui est que vous avez un peu compris par rapport à ce que je fais avec les élèves. On a également une partie coordination avec on a beaucoup de réunions. On voit les parents, on voit les professionnels autour des élèves, on voit beaucoup les CESAD. Donc les CESAD, s'il y a des gens qui connaissent pas trop le fonctionnement, le CESAD c'est alors je suis désolé de tête là, je vais juste chercher l'acronyme parce que je les connais pas par cœur. Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile. Donc le CESAD, c'est un dispositif qui est rattaché à un établissement médico-social, donc à un ITEP, à un IME, etc. Et le CESAD, c'est un dispositif donc notamment avec des éducateurs et éducatrices, mais aussi des orthophonistes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens, etc. Et le CESAD intervient soit à domicile, soit alors ça peut être un centre socioculturel ou que sais-je, soit au collège. Et moi je vois souvent les éducateurs, parfois les psychologues du CESAD, et les élèves ont un bilan. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui travaillent en CESAD, hein, n'hésitez pas à intervenir. Vous saurez certainement expliquer bien mieux que moi. Donc l'élève fait un bilan psychologique, etc. Et il a un projet individuel et il est accompagné donc notamment par un éducateur et d'autres professionnels. Et ça peut être même au collège. Le CESAD peut intervenir au sein du collège. Il peut intervenir à la maison, etc.
Du coup, moi, j'ai un travail assez, comment dire, on se voit beaucoup avec les éducateurs du CESAD. Alors, je dis beaucoup, on se voit un peu moins. Je vous avoue que depuis le Covid, les rencontres se sont un peu espacées. C'est plus compliqué, hein. Je crois que même eux, ils voient un peu moins les enfants, malheureusement. Voilà, donc les éducateurs ou les psychologues du CESAD qui viennent au collège, on discute, on fait le point sur l'élève, etc. On a évidemment les ESS, normalement une par an, avec l'enseignant référent, etc. On a des réunions plus informelles, on a des temps de coordination, donc avec la ESH, avec la direction, donc 1 heure ou 2 heures, ça dépend des établissements, de coordination. Nous, on fait 2 heures. J'ai 1 heure, 1 heure avec mon AESH et la directrice de la CEPA qui s'occupe de tous les élèves avec un handicap au sein du collège. Et puis, euh, et puis j'ai 1 heure avec les collègues de la SECPA parce qu'on travaille entre enseignants spécialisés, on travaille ensemble, on fait beaucoup de projets ensemble. Donc ça fait 2 heures, 2 heures par semaine sur ces réunions-là. On voit les parents, on travaille en coordination avec les profs principaux et évidemment tous les autres enseignants. Donc c'est beaucoup d'envois de mails aussi, hein, beaucoup d'administratifs. Évidemment pour les ESS, on prépare les GVASCO. Alors je sais pas si c'est le cas de tous les coordos. Euh, Moi je fais les GVASCO, les professeurs principaux assistent évidemment aux ESS, mais les GVASCO c'est moi qui les fais évidemment avec un retour, une discussion, un retour des enseignants. Beaucoup de travail informel aussi, vous savez, entre deux portes, on voit les enseignants, on discute avec eux, après on se renvoie des mails, etc. etc. Donc voilà, il y a tout un travail de coordination, de partenariat, de lien qui est fait avec les parents, avec les professionnels, avec tout ça. Et enfin, le dernier, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire personne ressource. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour donner un coup de main, pour apporter notre expertise d'enseignants spécialisés aux autres enseignants du collège. On essaie de mener des actions pour la journée du handicap, on essaie de faire des choses comme ça. Moi, j'essaye de faire des choses, notamment avec mes collègues de la SECPA, on essaie de faire des choses. Moi, je me porte volontaire pour aider les enseignants à remplir les GVASCO, parce que j'ai beaucoup de collègues enseignants, des profs principaux qui sont profs principaux pour la première fois, par exemple, qui n'ont jamais rempli de GVASCO. Donc, pour la préparation des ESS, je donne des coups de main. Euh, on va me poser des questions même pour les PAP, pour les adaptations. J'essaie de donner des coups de main pour aider les collègues à trouver des solutions pour adapter, etc. Voilà, c'est tout ce genre de mission que je peux proposer. On peut proposer des expositions au CDI ou dans le hall du collège. On essaye de faire des actions en commun avec la SECPA pour présenter l'Ulysse et la SECPA sous un jour un peu plus agréable, etc., etc. Donc ça, c'est tout le côté personne ressource du coordo. Voilà, et là on a fait un peu les trois missions du coordo. Donc en tant que coordo, on a autant ou plus de prep, on va dire autant de prep que les autres profs. On a moins de corrections, en tout cas pour ma part j'ai quand même beaucoup moins de corrections, les élèves produisent beaucoup moins, donc j'ai forcément moins de corrections que les collègues. Par contre, on a un temps de réunion, de mail, d'administratif, de tout ça qui est plus important que les collègues. Donc je pense que dans l'ensemble, ça doit à peu près arriver, on doit arriver à un équilibre sur le temps de travail, on doit arriver à un équilibre à peu près. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie, s'il y a des choses qui sont pas claires. N'hésitez pas, vous mettez un message dans le chat, vous n'hésitez pas. Et puis on va passer, j'attends un peu. Et s'il n'y a pas de questions, bon, vous n'hésitez pas, de toute façon, on peut revenir en arrière, hein, pas de souci. On va parler donc de l'après. Alors après, que deviennent nos élèves? Alors nos élèves, ça dépend. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de profils, et en fonction des profils, vous avez vraiment beaucoup de possibilités différentes. Alors classiquement, nos élèves souvent passent le CFG.
parfois donc le certificat de formation générale, parfois ils passent le DMB Pro, parfois le DMB, donc le brevet. Ensuite, ils sont orientés. Donc, ils sont orientés selon les profils. Donc, vous avez des élèves qui vont être orientés en IM Pro, donc en milieu protégé, et qui vont partir donc dans le médico-social, médico-éducatif. Ils vont partir, ils vont apprendre un métier, mais ils vont être dans des milieux protégés, avec des petits effectifs, avec une sécurité affective et un suivi médico-psychologique très fort derrière. Certains élèves qui sont plus à l'aise, pas forcément scolairement, mais qui sont plus à l'aise avec les autres, dans leur posture, dans leur savoir-être, peuvent aller en apprentissage. Donc en CFA. Vous avez des élèves qui vont partir en lycée professionnel avec ou sans l'aide de l'Ulysse Pro. Alors l'Ulysse Pro, en gros, ça ressemble à l'Ulysse, mais le fonctionnement est quand même assez différent. C'est-à-dire que l'Ulysse Pro, donc c'est dans les lycées professionnels, hein, pour préparer un CAP. L'Ulysse Pro, et d'ailleurs je dis CAP, mais CAP et Bac Pro, hein. L'Ulysse Pro, l'élève va donc suivre tous les cours, et il va avoir, si je dis pas de bêtises, donc s'il y a un cordeau d'Ulysse Pro, n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises. L'Ulysse Pro, en fait, il va avoir 3 heures supplémentaires en plus des copains, en plus des camarades. Il va avoir 3 heures d'Ulysse pour faire surtout de la méthodologie, de la reprise d'inclusion, etc. Donc lycée pro, je disais avec ou sans Ulysse Pro, hein. Vous avez des élèves qui sortent du champ du handicap au passage du lycée. J'en ai connu des élèves qui sortent du champ du handicap au moment du passage du lycée. Quand vous avez les élèves qui partent en apprentissage, ou même après, hein, quand ils vont dans le monde du travail, vous avez une partie des élèves qui font une demande de RQTH, donc de reconnaissance de travailleurs handicapés. Cette RQTH leur permet d'être beaucoup beaucoup plus facilement embauchés, même en apprentissage, hein, parce que les patrons reçoivent des aides, hein, alors j'ai pas le détail, mais je crois que ça leur coûte quasiment rien d'embaucher un travailleur handicapé. Alors pareil, si je dis des bêtises, vous me reprenez, hein, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile pour un patron d'embaucher quelqu'un à qui il faut quand même proposer des aménagements, hein. On peut pas les laisser travailler en totale autonomie, etc. Mais avec une RQTH, les patrons ont vraiment une aide et ça leur permet d'embaucher plus facilement ces jeunes adultes. Vous avez également, alors c'est nouveau, ça arrive doucement. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y en a actuellement dans mon département, le Bas-Rhin, 2 lycées qui possèdent une Ulysse, donc des lycées généraux qui possèdent une Ulysse. C'est en train de venir, c'est en train de s'ouvrir. Je suppose qu'il y a des départements où il y en a plus, des départements où il n'y en a pas encore. Donc des Ulysse lycées, donc des élèves qui vont au lycée général, qui vont faire un lycée général, donc seconde, première, terminale, avec un soutien de l'Ulysse qui ressemble à l'Ulysse Collège. J'ai pas eu beaucoup de retours parce que c'est assez récent. J'ai noté une autre possibilité encore, la MFR. Alors la MFR, il n'y en a pas partout. Nous, dans notre département, il n'y en a pas. Il faut aller dans le département voisin des Vosges, donc en Lorraine, ancienne Lorraine. Pour trouver, il y en a 2 des MFR. Donc c'est des maisons familiales et rurales où les élèves vont apprendre un métier, vont préparer un CAP. Alors il y a d'autres choses, mais en général c'est ça, hein. Mais c'est dans un cadre très différent d'un lycée. C'est plus petit, il y a un internat, donc c'est un internat. C'est au milieu de la forêt, au milieu de la campagne. Et c'est souvent tourné autour des métiers de l'agriculture, mais pas que. Et ça peut être une alternative intéressante parce que c'est pour des élèves qui auraient le niveau pour préparer un CAP par exemple,
mais qui sont angoissés, pour qui les grands groupes, les grandes classes, etc., les angoissent un peu. La MFR, c'est un monde un peu plus familial, un peu plus cocon, quoi. Donc c'est un peu plus protecteur. Donc ça peut être intéressant. Et vous avez également les EREA. Donc les EREA qui sont, non, pareil, établissement régional. Je ne veux pas vous dire de bêtises, donc établissement régional d'enseignement adapté, c'est bien ça. Établissement régional d'enseignement adapté. Donc les EREA, c'est un petit peu la suite logique des SECPA, hein. Les EREA qui accueillent des publics en difficulté scolaire avec des troubles des apprentissages en général, et qui préparent à des CAP, mais les enseignements généraux sont très adaptés. Et donc c'est encore un autre cadre, l'EREA qui est possible pour nos élèves qui sortent du lycée. Après, ça dépend vraiment des profils. Chaque établissement correspond à un type de profil. Un élève qui pourrait aller en IM Pro, par exemple, en EREA, risquerait vraiment d'être perdu. Et le public accueilli en EREA, qui est quand même souvent un public qui sort de SECPA, donc un peu avec des troubles du comportement, avec des personnalités assez fortes, ça peut être difficile pour des élèves qui sont un peu en retrait, qui ont peu confiance en eux, etc. Voilà, donc ça dépend vraiment des profils. Voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des remarques. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Si vous ne l'avez pas fait, je vous propose de vous abonner, hein, sur Twitch, de faire un petit follow, et sur YouTube de cliquer sur abonner. C'est important pour la visibilité de la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. C'est un peu ma rémunération puisque je fais tout ça sur mon temps libre. Donc voilà. Et puis évidemment d'être là dans la discussion, dans le partage. Donc si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, n'hésitez pas. Et puis sinon on va arrêter là. On a fait une bonne heure de live, donc c'est un petit peu en général le temps entre 1 heure et 1 heure et demie, en général la durée des lives de présentation. Je sais pas, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos interrogations, de vos questions. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me faire des retours pour que je m'améliore. Voilà. Et puis s'il n'y a plus de questions, nous allons arrêter là. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie d'avoir participé dans le chat, et d'avoir posé un peu des questions, proposé des réflexions. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas également, si vous avez des propositions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, parce que j'ai déjà plein d'idées, mais je prends évidemment je note et j'essaye de répondre aux besoins, je m'adapte. Merci beaucoup et bon week-end à tous. Reposez-vous, cette période est difficile, cette période est épuisante. Je vous dis bonne soirée et bon week-end. Au revoir.